Moi, je le fais parce qu'un deuxième été sans festival, c'est juste pas possible. Un seul été, c'est plus qu'assez. Mesdames et messieurs, bonjour. Goedemorgen iedereen. Nous sommes le mercredi 16 septembre. Aujourd'hui, ça sera notre 78e conférence de presse. Et comme depuis 6 mois, nous sommes là pour vous informer, pour vous expliquer la situation, comme nous le faisons bien sûr tous les jours via nos médias sociaux, le numéro d'information que vous connaissez ainsi que le site web. Et je passe directement la parole à Yves Van Latem pour faire un point de la situation épidémiologique en Belgique. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous allons commencer par revoir les chiffres épidémiologiques qui, comme vous le savez, ont une tendance plutôt fâcheuse ces derniers temps. Les 7 derniers jours, on a eu en moyenne 779 nouveaux cas par jour, ce qui est une augmentation de plus de 50%. Ces chiffres continuent d'augmenter et l'augmentation actuelle va dans une direction d'un doublement des chiffres tous les 12 jours, donc tous les moins de 2 semaines. Pour vous donner une idée des chiffres les plus récents, le vendredi 11 septembre, nous avons observé le chiffre quotidien le plus élevé depuis la mi-juillet, et en l'occurrence 1139 nouveaux cas positifs en une seule journée. Si on s'intéresse à la répartition par âge, par tranche d'âge, on se rend compte que l'entièreté des tranches d'âge sont touchées, même si, actuellement, les jeunes dans la vingtaine restent la tranche d'âge la plus atteinte. Nous avons cependant aussi, récemment maintenant, une augmentation dans la tranche d'âge de 10 à 20 ans et aussi une certaine augmentation dans les personnes âgées, plus de 70 ans globalement parlant. Si on s'intéresse aux différences régionales, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un problème localisé ou plus localisé qu'on a pu le connaître par exemple à la mi-juillet lorsque Anvers et puis Bruxelles avaient déteint sur le reste du pays. On se trouve ici devant une augmentation globale de l'ordre de 24 à 111% selon les différentes provinces. Le nombre de cas le plus élevé étant, je dirais, actuellement toujours présent à Bruxelles-Capitale, puisque à Bruxelles, nous avons 166 nouveaux cas par jour la semaine dernière, plus 24%, suivi de très près d'ailleurs par Anvers avec 160 nouveaux cas, où là l'augmentation est plus importante. Anvers était redescendu de manière plus significative, l'augmentation est de 59%. Si on accepte la région de Bruxelles-Capitale d'une part et Anvers, ce sont les provinces de Flandre orientale et de Liège dans lesquelles cette augmentation a été la plus marquée, avec respectivement 85 et 73 nouveaux cas par jour. Alors il faut souligner, et c'est vrai que c'est présent dans beaucoup de commentaires ces derniers temps, que très clairement le nombre de tests a fort augmenté. Le nombre de tests actuellement en moyenne est de l'ordre de 28 000 tests par jour. Cependant, il faut dire en même temps que le pourcentage de tests positifs par rapport aux tests effectués n'a pas diminué, mais est d'abord resté un peu stable et puis tend à augmenter puisqu'on est passé ainsi d'environ 2,4 à un bon 3% actuellement au niveau national, avec des pics comme à Bruxelles-Capitale où plus de 6% des tests actuellement restent positifs par rapport au total de ceux qui sont effectués. Si on s'intéresse aux admissions à l'hôpital, pendant un certain temps, nous avions une situation relativement stable et vous avez remarqué que cette situation est en train de se modifier puisqu'elle est en augmentation depuis maintenant une dizaine de jours. Nous avons en moyenne 33 admissions par jour à l'hôpital contre 21 il y a 2 semaines. Ceci est donc une augmentation de plus de 50%. Et à nouveau, pour donner un chiffre plus récent, plus frais, nous avons eu hier 48 admissions à l'hôpital liées au Covid-19. C'est là à nouveau le chiffre le plus important que nous ayons observé depuis le 27 mai.
Toutes les régions ont ce type d'augmentation avec, et on s'en doutait, de manière un peu plus importante, Bruxelles et Anvers, au vu du nombre de nouveaux cas qu'on vient de vous citer. Au niveau de la mortalité, on a une légère augmentation de la mortalité. Nous savons tous que la mortalité va se présenter quelques semaines après la détection des nouveaux cas et aussi quelques semaines après les admissions à l'hôpital. Et donc nous commençons maintenant à sentir ce qui est le produit de l'augmentation récente des cas dans la population en général. Après ces chiffres, le message du jour va discuter un peu la situation globalement et comment l'appréhender. Vous savez tous qu'un nouveau Conseil national de sécurité est prévu pour bientôt, qu'il est en préparation et que ceci, plus la situation actuelle, fait beaucoup discuter, gloser, diraient certains, et qu'il y a des pressions dans tous les sens, dans les médias et dans le milieu social. C'est normal, c'est ça la démocratie, mais ça ne doit pas détourner l'attention de la gravité potentielle de ce que nous vivons actuellement pour les semaines ou les mois qui viennent. Il faut bien retenir qu'il ne faut pas inverser les données. Ce qui nous menace actuellement, ce n'est pas les mesures que nous prenons, mais c'est le virus. Et le virus, c'est parce qu'il est là que nous avons des mesures à prendre. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut savoir ce qui nuit à notre vie à nous, ce qui nuit à la société, ce qui nuit à l'économie, c'est la présence du virus et pas, on inverserait ainsi les choses, les mesures qui sont nécessaires pour le juguler ou en tout cas pour limiter sa propagation. Ces mesures doivent être, on est bien d'accord, efficaces et pondérées, équilibrées, et donc il y a là une difficile mesure, une difficile balance à trouver. Pas mal de médias, pas mal de nos confrères médecins aussi parfois suggèrent que le virus serait devenu moins dangereux, que ce virus serait moins virulent, moins agressif. Ce qui est sûr, sur le plan virologique, c'est que ce virus n'a absolument pas changé. Les petites modifications décelées ne montrent absolument aucun impact sur sa virulence, sur son agressivité. C'est le même virus qui est là maintenant que celui qui nous a touchés au mois d'avril, mars, avril et mai. Le contexte, par contre, est différent. Le contexte du début de l'année est un contexte de survenue brutale du virus dans une population générale avec un impact majeur sur des personnes fragilisées. Au contraire, actuellement, nous enregistrons essentiellement des infections bénignes, ou relativement bénignes, conduisant parfois à l'hospitalisation, dans des tranches d'âge plus jeunes et moins fragilisées. Et ça donne effectivement l'impression que le virus est moins virulent parce qu'effectivement, il y a moins de personnes qui d'emblée doivent aller en soins intensifs par la gravité de la maladie qui se conjugue avec la sévérité de leur état de santé préalable ou à leur grand âge. Le Covid-19, et c'est un des problèmes d'ailleurs qu'il nous pose, n'est pas en lui-même un problème de santé majeur pour une partie significative de la population. Je pense qu'il ne faut pas le nier. Mais d'autre part, il faut se rendre compte, que pour un tiers de la population, c'est-à-dire 3,5 millions des 11,5 millions d'habitants en Belgique, il est potentiellement une maladie grave, parce que ces personnes ont plus de 65 ans, parce que ces personnes ont l'une des pathologies sous-jacentes, obésité, hypertension, diabète, etc., que l'on sait être liées à des complications sévères. Il faut aussi souligner que nous n'avons pas actuellement de médicaments qui nous permettent d'empêcher l'infection ou d'enrayer l'infection à son tout début. Nous avons heureusement des médicaments qui permettent de traiter les formes les plus graves de la pathologie lorsqu'on est hospitalisé et de limiter ainsi la morbidité et la mortalité chez les patients gravement atteints qui sont à l'hôpital, ce qui permet heureusement d'augmenter leurs chances de survie. Les chiffres précis ne sont peut-être pas encore disponibles, mais on estime effectivement qu'au niveau des patients sévèrement atteints, on a probablement diminué de l'ordre d'au moins 40% la mortalité.
cette diminution de mortalité ne doit pas cacher le fait que l'hospitalisation en elle-même est quelque chose de particulièrement pénible et que les suites, et on le sait, on a vu des reportages tous sur le sujet en question, les suites des hospitalisations chez ces patients atteints par le Covid peuvent être marquantes pendant des semaines et pendant des mois. On assiste actuellement à un début d'augmentation de la pathologie chez les personnes plus fragiles, chez les personnes âgées, et ça c'est particulièrement préoccupant. Ce que je viens d'en dire doit suffire à établir ce fait dans votre esprit. Si on prend la première semaine de septembre, par exemple, il y avait 360 infections diagnostiquées chez les plus de 60 ans. Si on prend la deuxième semaine de septembre, il y en avait 585, c'est-à-dire une fois et demie effectivement en plus. Donc le virus est en train de faire un petit peu le tour du loup dans la bergerie et de s'infiltrer dans une population plus fragile. Et ceci, effectivement, peut nous inquiéter. En tout cas, ceci doit nous faire réfléchir à ce que nous devons faire pour éviter que la situation en question progresse et ne s'altère. Si on prend des données qui sont des modèles, avec toutes les limitations des modèles expérimentaux, on est bien d'accord, développés par des collègues à l'université d'Asselt, on se rend compte qu'au rythme actuel, si l'on ne fait rien, nous pourrions avoir de l'ordre de 1200 contaminations par jour dans une semaine et de 1600 contaminations par jour d'ici à 15 jours. Le nombre d'admissions à l'hôpital qui s'en suivrait serait de l'ordre de 45 par jour la semaine prochaine et de 60 par jour dans 15 jours. Ceci suppose que l'on ne fait rien et donc il est clair qu'il faut faire quelque chose pour éviter ce genre de situation. Nous sommes dans un contexte en constante évolution et ce virus est difficile à pister, ce virus est difficile à juguler. Nous avons des situations actuellement où les écoles ont rouvert récemment et dans la partie francophone du pays, les universités et les hautes écoles viennent de rouvrir. Elles seront suivies dans une semaine par celles de la partie flamande du pays. L'automne est à nos portes, l'hiver va suivre et on sait tous que c'est un moment, avec le froid entre autres, particulièrement propice pour la transmission des virus respiratoires. Et je vous rappelle que le coronavirus est bien un virus respiratoire. Nous sommes convaincus qu'au niveau des universités, des hautes écoles, nos collègues et les structures de ces enseignements géreront la situation adéquatement. Il y a des plans qui sont clairement prévus pour limiter au maximum les risques de transmission. Par contre, ces plans ne touchent pas les élèves, les étudiants en eux-mêmes. Ils sont bien mis comme il faut dans les auditoires, mais que feront-ils lorsqu'ils vont quitter les auditoires ? Et en l'occurrence, le risque nous paraît être essentiellement non pas dans la reprise des cours en eux-mêmes, mais presque par définition dans les activités en dehors des cours, tout ce qu'on fait en dehors du campus, le soir et le week-end par exemple. Et donc, nous voudrions particulièrement attirer l'attention des étudiants sur le fait que lorsqu'ils rentrent par exemple en week-end dans la famille, ils aient la notion qu'ils ont peut-être eu des situations à un certain risque pendant leur semaine de cours, pas tellement durant les cours comme on le dit, mais en dehors des cours. Et donc on voudrait leur demander d'être particulièrement attentifs, d'observer une certaine distance. On ne demande pas d'être froid par rapport à, mais une certaine distance par rapport aux personnes plus âgées dans leur entourage familial et tout spécialement leurs grands-parents par exemple, ou des personnes qui seraient fragilisées par une pathologie sous-jacente. Veuillez le faire tout particulièrement si vous savez que vous avez pris des risques, si vous savez que vous avez pris, par exemple, part à des réunions de nombreuses personnes, peut-être sans masque, proches l'une de l'autre. Vous le savez, on ne va pas vous en faire un autre reproche, mais si vous savez qu'éventuellement vous avez un risque supplémentaire d'être contaminé, même si vous n'êtes pas malade, soyez particulièrement précautionneux par rapport au contact avec les personnes qu'on vient de citer. Alors, il est clair qu'une fois de plus, on va vous redire un message qui est une antienne qui va vous sembler peut-être un petit peu trop répétitive, mais ce sont les seules possibilités que nous avons.
au-delà des possibilités qu'on va reprendre ensemble, nous nous trouvons devant des situations beaucoup plus dures dans lesquelles on serait amené à limiter de manière plus importante les différentes libertés que nous avons. Et donc je pense qu'il faut, avec les moyens actuels, fonctionner pour qu'on limite la propagation de ce virus. C'est réalisable si on fait tous un effort, si on resserre un peu les boulons qui ont tendance, si on comprend avec le temps à se desserrer assez rapidement. Il faut donc appliquer de manière cohérente les règles de base actuelles, essayer de bien se rencontrer avec une certaine distance, et je dirais même, si vous réunissez, peut-être discuter ensemble d'abord de la manière dont la réunion aura lieu. Ça n'empêche pas de rire, ça n'empêche pas d'être amical, mais peut-être de discuter avant pour que tout le monde se rende compte qu'on essaye de ne pas se rapprocher de trop et qu'il n'est pas inconvenant de dire à quelqu'un qu'il est trop près, que c'est presque plutôt quelque chose de poli et d'adéquat actuellement. De limiter les personnes qui sont dans un cercle relativement étroit par rapport à vous. On n'est plus dans la notion du chiffre magique. Je pense que ce n'est plus ça qui est important, mais c'est l'esprit des choses. Et c'est l'esprit des choses, c'est limitons le nombre de contacts étroits, en tout cas pour les temps qui viennent. Bien sûr, lavez-vous les mains ou employez le gel hydroalcoolique. Bien sûr, employez ce fameux masque que nous avons maintenant tous avec nous. Bien sûr, tant qu'il fait beau, essayez d'être plutôt dehors ensemble que dedans, ou dedans, on est très souvent beaucoup plus proche. Faites attention aux gens plus fragiles, et là on pense typiquement, et on l'a dit, à la famille au sens large du terme. Vous savez qui est fragile dans votre entourage, identifiez ces personnes et limitez les risques de transmission vers les personnes en question. Et bien sûr, au moindre signe de maladie, signes extrêmement variés, on l'a déjà dit, les troubles du goût, les troubles de l'odorat, des fatigues intenses, des syndromes grippaux, etc. Restez chez vous. Appelez votre médecin et voyez avec lui ce qu'il faut faire, mais ne prenez surtout pas le risque de contaminer d'autres personnes. Alors pour terminer, en citant ce que Mme Widmes a dit dans sa vidéo toute récente, chacune et chacun d'entre nous peut participer à la solution et ensemble, nous sommes la solution. Donc, travaillons ensemble pour faire que ceci soit une réalité. Merci. Goedemiddag iedereen, bonjour tout le monde. Naar goede gewoonte beginnen we met een overzicht van de cijfers van de voorbije 7 dagen. De voorbije 7 dagen werden er gemiddeld 779 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. Dat is opnieuw een stijging van 52% in vergelijking met de week ervoor. De cijfers blijven dus in stijgende lijn. Aan het huidige tempo verdubbelt het aantal besmettingen om de 12 dagen. Op vrijdag 11 september werden 1139 gevallen op 1 dag vastgesteld. Dat is het hoogste dagcijfer dat we geregistreerd hebben sinds de heropvlakkeling van half juli. We zien toenames in alle leeftijdsgroepen en over heel het land. Er worden nog steeds iets meer besmettingen vastgesteld bij 20-jarigen, maar we zien nu vooral ook een duidelijke stijging bij andere leeftijdsgroepen, waaronder kinderen, vooral in de groep van 10 tot 20-jarigen, en ook bij ouderen. Er zijn toenames in alle provincies, die gaan van plus 24% tot plus 111%. Het hoogste aantal nieuwe gevallen zien we nog steeds in het Brusselse hoofdstedelijke gewest, weliswaar nauw gevolgd door Antwerpen. In Brussel zijn er de afgelopen 7 dagen 166 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is een toename van 24%. In Antwerpen zijn dat er 160. Dat is een toename van 59% in vergelijking met de week ervoor. Behalve Brussel en Antwerpen zien we momenteel ook een hoog aantal gevallen in de provincies Oost-Vlaanderen en Luik, met respectievelijk gemiddelden van 85 en 73 nieuwe vastgestelde gevallen per dag.
We zien ook nog steeds een toename van het aantal uitgevoerde testen, met een gemiddelde van ruim 28.000 testen per dag. Maar tegelijk stellen we ook een lichte stijging vast van het percentage positieve testen, richting 3%. Dit betekent dat we niet alleen meer testen, maar dat er ook meer gevallen zijn. In het Brusselse hoofdstedelijke gewest leverde de afgelopen week zelfs ruim 6% van alle uitgevoerde testen een positief resultaat op. Ook de ziekenhuisopnames gaan ondertussen al een tiental dagen in stijgende lijn. De afgelopen 7 dagen waren er gemiddeld 33 ziekenhuisopnames per dag. De week ervoor waren dat er nog 21. Dat is een toename van 57%. Gisteren werden er 48 nieuwe patiënten met COVID opgenomen in het ziekenhuis. Dat is het hoogste aantal opnames sinds 27 mei. Deze toename in ziekenhuisopnames speelt zich af in quasi alle regio's van het land, met Brussel en Antwerpen op kop. Gelukkig blijft het aantal overlijdens nog beperkt, met gemiddeld 3 overlijdens per dag in de voorbije 7 dagen, in vergelijking met 2 in de week daarvoor. Zoals u weet wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuw advies voor de Nationale Veiligheidsraad in verband met de toekomstige maatregelen en de aanpak van de COVID-crisis. Er zijn vele opinies, er wordt heel veel druk gezet langs alle kanten. Dat is normaal, maar dat mag ons vooral niet afleiden van de blijvende ernst van de situatie. Het is in de eerste plaats het virus dat onze gezondheid en samenleving schaadt en niet de maatregelen. We mogen ons zeker niet van vijand vergissen. Deze maatregelen dienen om ons te helpen. Ze moeten weliswaar effectief en gebalanceerd zijn en dat is een continu verbeterproces. Er wordt soms gesuggereerd in de media, ook door dokters, dat het virus minder gevaarlijk zou zijn geworden. Dit hangt echter af van de perceptie en van de context. Als viroloog kan ik u bevestigen dat het virus niet veranderd is. Het gaat nog steeds om exact hetzelfde virus met dezelfde eigenschappen als het virus dat onze ziekenhuizen deed volstromen in maart en april. Dat is een feit. De context die is wel veranderd. We registreren momenteel meer milde infecties bij jonge mensen en dat geeft de indruk dat het virus minder gevaarlijk zou zijn geworden. Het klopt dat COVID voor een deel van de bevolking relatief weinig problemen oplevert. Maar voor veel anderen kan het nog steeds een hele zware ziekte zijn, met een lange herstelperiode. Ongeveer 1/3 van de bevolking, of 3,5 miljoen Belgen, behoren immers tot een risicogroep. We hebben nog steeds geen geneesmiddelen die kunnen voorkomen dat mensen een zware longontsteking krijgen of in het ziekenhuis terechtkomen. Het is gelukkig wel zo dat we betere behandelingen hebben voor de zwaar zieke mensen in het ziekenhuis, waardoor de kans om een zware infectie te overleven inderdaad verhoogd is. Maar dit verhindert niet dat mensen nog steeds moeten opgenomen worden in het hospitaal en zwaar ziek kunnen worden. Ondertussen zien we jammer genoeg ook een stijging van het aantal besmettingen bij oudere mensen. En dat is een reden tot bezorgdheid. In de eerste week van september werden er 360 infecties vastgesteld bij 60-plussers. In de tweede week van september waren dat er 585 of 1,5 keer meer. Het virus infiltreert onze samenleving als een wolf in schapenvacht. De druk bouwt zich op. Onze collega's van de Universiteit van Hasselt hebben berekend dat we aan het huidige tempo binnen een week aan 1200 besmettingen per dag zullen zitten en binnen 2 weken aan 1600. Het aantal ziekenhuisopnames zou volgende week 1,5 keer hoger kunnen liggen, een 45-tal per dag, en binnen 2 weken 2 keer hoger, een 60-tal opnames per dag.
Het is wel belangrijk om te zeggen dat deze berekening ervan uitgaat dat de context niet wijzigt en de huidige trend zich zal doorzetten. Dat is niet zeker. De context verandert namelijk voortdurend. De scholen zijn sinds kort geopend en volgende week begint in Vlaanderen het nieuwe academiejaar voor tienduizenden studenten. Het najaar en de winter staan voor de deur. Het koude weer kan de verspreiding van het virus in de hand werken. Die context is dus in volle evolutie. Deze start van het academiejaar is een belangrijke gebeurtenis. Het legt de basis voor de toekomst van onze jonge mensen. Ik ben ervan overtuigd dat onze hogescholen en universiteiten dit goed zullen aanpakken met een veilige organisatie van de lessen en van de practica. Aan de studenten willen we wel vragen om goed op te letten, vooral tijdens het studentenleven buiten de campus, op kot of tijdens het verenigingsleven of uitgaansleven. Let op wanneer u in het weekend naar huis keert en hou eventueel ook wat meer afstand van uw ouders, grootouders of andere familieleden, in het bijzonder wanneer deze tot een risicocategorie behoren. En doe dit ook in het bijzonder wanneer u in de week voordien of in de 2 weken voordien meer risico op besmetting hebt gelopen. Laat ons er vooral samen verder aan werken om die besmettingscijfers weer naar omlaag te krijgen. Dat streefdoel is haalbaar. We moeten er in principe niet meer voor laten dan vandaag. We moeten vooral de bestaande basisregels consistent toepassen. En ik som ze graag nog even voor u op. Spreek op voorhand af met uw vrienden, met uw familie, om die 1,5 meter afstand te houden wanneer u samenkomt. En beperk het aantal mensen met wie u dichter contact heeft. Beperk dat tot een kleine kring. Hoe kleiner, hoe beter. Was of ontsmet regelmatig uw handen. Draag een mond-neusmasker daar waar u geen afstand kan houden of daar waar het verplicht is. En doe zoveel mogelijk van uw activiteiten buiten of in goed geventileerde ruimtes. En wees vooral extra voorzichtig bij oudere en kwetsbare personen. Blijf ook thuis als u symptomen heeft die mogelijk op COVID kunnen wijzen. En tenslotte zou ik willen eindigen met een citaat van onze premier. Ieder van ons is een deel van de oplossing. Wij zijn samen de oplossing. Laat ons dus samen dit virus terugdringen. Dank u voor uw aandacht. Aujourd'hui, nous avons tous appris à connaître le virus. Mais la situation est depuis quelques jours minimalisée par certaines personnes. Malheureusement, un tel comportement peut avoir des conséquences dramatiques. Et donc oui, même si cela fait 6 mois, nous devons rester vigilants et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la situation qui vient d'être décrite notamment par nos porte-parole interfédéraux. Oui, le virus est présent en Belgique. Oui, le nombre de cas confirmés augmente. Il est vrai aussi qu'on fait plus de tests qu'au mois de mars et avril, et c'est une bonne chose. Oui, actuellement, il y a relativement peu d'admissions à l'hôpital, même si on voit depuis ces derniers jours qu'il y a une augmentation significative. Et oui, fort heureusement, il y a peu de décès ces derniers jours, même si chaque mort est un mort de trop. Ce sont nos efforts collectifs qui ont permis aujourd'hui de protéger notre société et de protéger en particulier les plus vulnérables d'entre nous. Il est vrai aussi que les conséquences médicales, comme on vient de l'expliquer aussi, du virus, peuvent être faibles ou pas trop graves pour une bonne partie d'entre nous. Ça ne veut pas dire que nous sommes immunisés contre ce virus. De nombreux jeunes ont été admis dans les hôpitaux et de nombreux jeunes sont encore aujourd'hui en revalidation suite à une contamination durant la première vague, durant le mars et avril. C'est aussi une réalité dont on doit tenir compte. Et par ailleurs, chacun d'entre nous, on peut, de manière totalement inconsciente, contaminer nos proches, contaminer nos familles. Et cette situation pourrait avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. Je viens ici simplement de vous décrire la situation telle qu'elle est aujourd'hui.
Sur base de cette situation, malheureusement, certains ont un faux sentiment de sécurité. Un tel sentiment est totalement injustifié. La situation actuelle peut malheureusement évoluer assez rapidement, dramatiquement, et les indicateurs d'aujourd'hui nous appellent en tout cas à la prudence si le mouvement n'a peut-être pas déjà commencé. Alors penser que la plupart d'entre nous, nous allons être épargnés par ce virus est une utopie. Le virus circule, il circule dans nos sociétés. Il faut donc que chacun d'entre nous respections ces mesures de sécurité qu'on connaît, en particulier dans ces lieux à forte concentration de personnes ou à proximité de personnes plus fragiles. Et il faut surtout aussi respecter les préventions de santé publique, lorsque par exemple vous avez été identifié comme un contact à haut risque ou ayant été dans des situations à haut risque. C'est ce respect, les uns envers les autres, qui est essentiel dans notre société et qu'il faut aujourd'hui saluer. Mais le virus, nous en avons tous marre. Et nous avons tous assez de ces mesures qui sont parfois très contraignantes. Et je le comprends et nous le comprenons tous. Mais malheureusement, nous ne sommes pas à la fin de cette pandémie et nous sommes au contraire à l'avant-veille d'un hiver, un hiver, comme on l'a expliqué, qui sera peut-être difficile. À quel point cet hiver sera difficile, c'est à nous de le déterminer et c'est à nous à agir maintenant. Nous ne pouvons évidemment pas attendre que la situation devienne incontrôlable. Après 6 mois, nous connaissons tous un peu mieux ce virus, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes, et c'est normal. Mais le plus important, c'est que nous savons tous aujourd'hui ce que nous devons faire. Nous connaissons les bons comportements à adopter face et en présence de ce virus. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, et nous devons tous prendre notre responsabilité, cette responsabilité qui est personnelle et sociétale, par respect pour tout le monde. Alors, nous vous demandons d'y réfléchir et d'adopter aujourd'hui ces comportements afin d'éviter des situations peut-être plus dramatiques dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois. Nous avons réussi au mois de mars et avril à aplatir cette courbe. Nous avons réussi cet été à contrôler ce rebond. Et nous allons, et nous devons à nouveau aujourd'hui, réussir ensemble à contrôler la propagation du virus. Nous avons tous une raison de le faire. Il y en a 11 millions en Belgique. Alors prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'est plus qu'un titre, plus qu'un slogan, c'est un engagement, par respect pour tout le monde. Merci. Goedemorgen. Ondanks het feit dat het aantal bevestigde besmettingen sneller aan het stijgen is, wordt de situatie de laatste dagen door een aantal mensen nog steeds geminimaliseerd. Jammer genoeg kan een dergelijke houding zeer dramatische gevolgen hebben. Ook na meer dan 6 maanden moeten we waakzaam blijven en mogen we onze ogen niet sluiten voor de situatie zoals ze nu is in ons land. Ja, het virus is nog steeds aanwezig. En ja, het aantal bevestigde besmettingen neemt nog steeds toe. Het klopt inderdaad dat er meer getest wordt dan in de periode maart-april. En dat is ook een hele goede zaak. Er zijn momenteel ook nog relatief weinig ziekenhuisopnames. Ook al zien we hier een significante stijging de laatste dagen. Ook het aantal overlijdens is momenteel nog laag. Ook al is elk overlijden er 1 te veel. Tevens zijn we door onze collectieve inspanningen erin geslaagd onze maatschappij beter te beschermen tegen het virus en dan in het bijzonder de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het klopt inderdaad dat de medische gevolgen van het virus voor een deel van de bevolking over het algemeen meevallen. Dit wil echter niet zeggen dat ze immuun zijn voor het virus. Niemand is immuun. Er worden wel degelijk jonge mensen opgenomen in het ziekenhuis en er zijn nog steeds jonge mensen aan het revalideren van hun besmetting die ze opliepen tijdens de eerste golf. Tevens kan ieder van ons, vaak onbewust, andere personen besmetten. Bijvoorbeeld uw ouders of grootouders. In de vorige paragrafen schetst ik kort de situatie zoals ze nu is, momenteel. Op basis van deze situatie hebben veel mensen een vals gevoel van veiligheid. Een dergelijk gevoel is echter totaal onterecht. De huidige situatie kan zeer snel dramatisch worden. En alle indicatoren, zoals geschetst door mijn collega Steven van Gucht, tonen ook aan dat deze beweging mogelijk al is ingezet.
Niemand is immuun voor het virus. Iedereen kan besmet geraken. Denken dat de risicogroepen gespaard gaan blijven, is dan ook een utopie. Er circuleert immers te veel virus in onze samenleving. Respecteer dan ook rigoureus de veiligheidsmaatregelen als je in contact komt met personen uit een risicogroep. Afstand houden, mond-neusmasker correct dragen en dergelijke meer. En respecteer zeker ook de voorzorgsmaatregelen die er genomen zijn in het kader van een hoog risicocontact, de zelfquarantaine. We zijn het virus en vooral de maatregelen allemaal grondig beu. Ik begrijp dit en wij begrijpen dit. Maar we zijn niet op het einde van de pandemie. We staan integendeel aan de vooravond van een mogelijk zeer moeilijke winter. Hoe moeilijk deze winter gaat worden, gaan we samen bepalen en dat doen we nu. We kunnen niet wachten tot de situatie volledig uit de hand loopt om ons gedrag aan te passen. Na 6 maanden kennen we het virus al beter, al zijn er nog een aantal onbekende factoren. Maar belangrijker is dat we weten hoe we ons gedrag kunnen aanpassen en onze samenleving weerbaarder kunnen maken tegen dit virus. Er zijn dus geen excuses om onze verantwoordelijkheid niet op te nemen. We roepen iedereen op om nu het juiste gedrag aan te nemen. Enkel zo kunnen we dramatische situaties de komende dagen, weken en maanden vermijden. We hebben de curve afgevlakt in maart en april. We zijn er samen in geslaagd om de situatie onder controle te houden tijdens de zomermaanden. We zullen opnieuw samen de verspreiding van het virus onder controle krijgen. Want we hebben allemaal onze redenen om dat te doen. Er zijn minstens 11 miljoen redenen om het vol te houden, om de maatregelen te respecteren. Dank u wel. Dan kunnen we nu overgaan tot de vragen van de journalisten die we hebben ontvangen. Is er een risico op overbelasting van de intensieve zorgen als we rekening houden met het aantal mensen dat wordt behandeld voor andere ziekten dan COVID-19? Wel, dat risico bestaat natuurlijk. Op dit moment is dit klein, omdat het aantal opnames van COVID-patiënten nog relatief beperkt is. Een 30-tal, 40-tal per dag. Momenteel liggen er 67 mensen op intensieve zorgen met COVID-19. Dit is makkelijk beheersbaar door de ziekenhuizen. Maar het klopt dat eigenlijk de uiteindelijke doelstelling van alles wat we doen eruit bestaat om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw overbelast worden. Dat is het allerbelangrijkste objectief van de maatregelen. Want als het ziekenhuizen dit kunnen trekken, dan kunnen alle COVID-patiënten, maar ook heel belangrijk alle niet-COVID-patiënten, andere patiënten, de gepaste zorgen krijgen in het ziekenhuis. Bij een overbelasting is dit niet langer het geval. En dan kunnen niet alle zieken correct behandeld worden en dan zou je ook onnodige overlijdens kunnen krijgen. Dus het is absoluut cruciaal dat we ook deze komende winter ervoor zorgen dat die overbelasting er niet komt. En dan zit je met het probleem dat het om een nieuw pandemisch virus gaat. Ook al zijn de cijfers nu nog beheersbaar, dat kan snel veranderen. Als je het virus volledig vrij spel geeft, dan verdubbelen de cijfers om de 3 dagen. Dat is te snel. Dat zou leiden tot een overbelasting. Momenteel verdubbelen de cijfers om de 12 dagen. Dat is gelukkig nog een stuk trager dan het echte potentieel dat dit virus heeft. Het feit dat het trager gaat, is omwille natuurlijk van alle maatregelen die we nemen. Dus op dit moment is dat risico niet direct aan de orde, maar het kan zich wel stellen in de toekomst wanneer we te veel ruimte geven aan het virus. Y a-t-il un risque de surcharge des soins intensifs en tenant compte du nombre de personnes qui y sont soignées pour d'autres maladies que le Covid-19 ? Actuellement, ce risque ne se présente pas. Effectivement, nous avons de l'ordre d'une 70aine de patients hospitalisés en soins intensifs, c'est-à-dire un peu moins de 4% du nombre de lits potentiellement admissibles pour des patients Covid-19. Cependant, il faut bien souligner que l'entièreté des mesures qui sont justement prises sont là pour éviter qu'on ait une surcharge tant dans l'hospitalisation normale qu'en soins intensifs. Rappelons qu'au moment du pic en avril, nous avions plus de 1200 patients en soins intensifs.
Nous avons réussi à éviter la catastrophe à ce niveau-là, mais la charge de travail a été particulièrement intense pour le personnel hospitalier et donc les soins que nous donnons aux patients en payent un certain prix, bien sûr, par rapport à des soins qui peuvent se faire d'une manière moins surchargée. Il faut souligner aussi que l'impact des patients Covid est aussi un impact indirect sur les autres patients, ceux qui sont hospitalisés pour d'autres raisons en soins intensifs, en post-opératoire, après un infarctus, après un accident, et que donc il y a toute raison de limiter au maximum les lits occupés par les patients Covid-19, non seulement pour la qualité des soins qu'on leur attribue, mais aussi pour la qualité des soins qu'on peut assurer au reste de la population. Ce n'est qu'en maîtrisant les choses comme on essaye et qu'on va le faire maintenant, en empêchant le virus de tourner au maximum de sa capacité, c'est-à-dire d'avoir un doublement du nombre de cas tous les 3 jours. Je vous rappelle que nous sommes à un doublement actuellement tous les 12 jours, que l'on pourra éviter justement d'entrer dans une phase exponentielle conduisant à un nombre d'hospitalisations rapidement croissant et éventuellement à un problème au niveau des soins intensifs. Oké, dankjewel. Dat was de enige vraag die we hebben ontvangen. Dank u wel om deze 78e persconferentie ondertussen te volgen. Zoals de afgelopen maanden blijven we u ook de komende dagen informeren over de stand van zaken van de pandemie en de maatregelen via onder andere de website, sociale media en ook het informatienummer. De volgende persconferentie zal vrijdag doorgaan om 11 uur. Le prochain conférence de presse aura lieu le vendredi à 11 heures. Merci.